bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle session aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Si vis pacem, je vais y arriver, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette locution latine, elle aura rarement été autant d'actualité au XXIe siècle. 2022, vous vous en souvenez, a été l'année de l'offensive de la Russie sur l'Ukraine, conflit ouvert auquel peu croyaient avant que Vladimir Poutine donne l'ordre de lancer l'offensive. Tout le monde se souvient du 7 octobre 2023, jour de l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, point de départ d'un conflit meurtrier qui ravage encore aujourd'hui la bande de Gaza. Et n'oublions pas les conflits larvés comme la menace que fait peser la Chine sur Taïwan. Alors ces conflits, qu'ils soient ouverts ou qu'ils ne soient que rampants, est-ce qu'ils ont un impact économique ? De quelle ampleur? Avec quel impact social également? La défense est-elle en train de redevenir une priorité économique après des décennies de paix? Merci à nos intervenants de nous aider à répondre à cette problématique. Bonjour au général Grégoire de Saint-Quentin. Merci d'être avec nous. Et je rappelle que vous êtes ancien général d'armée, revenu dans le privé maintenant. Vous travaillez pour Préligence, qui est une start-up qui développe de l'intelligence artificielle pour le renseignement. David Edgerton, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien et professeur au King's College de Londres. Stefan Löfven, ancien chef du gouvernement de la Suède et président... ah non, il n'est pas là, Stefan Löfven. Non, il n'est pas là, d'accord, ben tant pis. Tilman Ruff, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, spécialiste de l'action humanitaire, à la tête de l'ICAN, l'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, organisation qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Merci à Florence Parly d'être avec nous, ancienne ministre des Armées. C'était entre 2017 et 2022, et la période est intéressante justement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis j'accueille aussi Patrick Artus, membre éminent du cercle des économistes. Première question justement pour vous, Patrick. Les grandes nations sont contraintes à se soumettre à un effort de guerre inédit dans l'histoire récente en tout cas. À quand faut-il remonter pour retrouver une situation inédite? Une situation aussi identique, pardon. Oui, bonjour à tous. Je vais faire rapidement 5 points et je vais commencer, David, par répondre à votre question. Le premier point, c'est qu'on a oublié les années 70-80 où il y avait un niveau de dépenses militaires extrêmement élevé. Aux États-Unis, mais même après la fin de la guerre du Vietnam, c'est 8% du PIB, les dépenses militaires. En France, c'est 3,5%. Et dans le monde, c'est 5. On est tombé aujourd'hui à 3,3 aux États-Unis, à 2,1 en France et à 2,6 dans le monde. On a une réduction de près de moitié des dépenses militaires, et évidemment liée à la fin du communisme et à la pensée qu'il y aurait plus de tensions internationales aiguës et de conflits armés aigus. Et donc, nous avons déjà connu dans l'histoire des périodes avec des niveaux de dépenses militaires très élevés. Alors, ça pose, c'est mon second point, ça pose la question de la nature de la dissuasion. Après la fin de la guerre du Vietnam, on n'a plus de conflits majeurs internationaux. On a vécu avec une double dissuasion, une dissuasion nucléaire et une dissuasion conventionnelle, avec des niveaux à nouveau de dépenses militaires tant pour les pays qui disposent de l'arme atomique que pour les pays qui disposent d'armements conventionnels très élevés, et sans conflit majeur. Et donc je crois que ce matin, il faut qu'on réfléchisse à la nature de la dissuasion. Je crois qu'il faut qu'un pays comme la France, mais et peut-être que l'Europe, ait une double dissuasion, une dissuasion nucléaire et une dissuasion conventionnelle. Ça nous préserve d'une agression et ça nous rend crédibles d'un point de vue international sur notre capacité à nous défendre. Mais peut-être que dans cette table ronde, il y a certains qui ne seront pas d'accord avec cette nécessité d'une double dissuasion. Troisième point, je crois qu'il y a une question importante qui est l'effet sur la productivité et l'activité économique. Et quand vous faites la corrélation entre le niveau de dépenses militaires des pays
et la croissance de la productivité, vous ne trouvez aucun lien. Les pays qui feront des faibles dépenses militaires n'ont pas moins de gains de productivité que les autres. Et je crois que cela tient à ce qu'il y a vraiment deux types de dépenses militaires. Des dépenses militaires qui sont très sophistiquées. Par exemple, on développe aujourd'hui des systèmes d'armes qui allient des drones et des chasseurs, et ça nécessite un investissement en informatique, en intelligence artificielle extrêmement complexe. Et ce type de dépenses militaires a des retombées sur la productivité et sur les investissements d'entreprises. Et puis des dépenses militaires basiques. Enfin, je veux dire, la Russie produit des millions d'obus. Et cela nuit à son économie, parce que les salariés qui produisent des obus seraient mieux employés à produire des produits plus haut de gamme. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on ne trouve pas de lien entre la productivité et les dépenses militaires, parce qu'il y a vraiment deux types complètement différents de dépenses militaires. Alors, quatrième point, je crois qu'un pays comme la France a un enjeu, et je vais centré sur la France, mais un enjeu extraordinairement important qui est qu'on ne peut pas accroître les dépenses militaires sans une base industrielle importante. Et malheureusement, nous n'avons plus de base industrielle importante. Le poids de l'industrie dans l'économie française, c'est 9%. Il est à peu près stabilisé, mais il n'augmente plus. Nous avons très peu de jeunes qui se destinent à une carrière dans l'industrie. Si vous enlevez les études de médecine, il n'y a que 10% des jeunes Français qui font des études d'ingénieurs et de techniciens. Nous n'avons que 1500 ETI, c'est-à-dire entreprises de taille intermédiaire industrielle. Les Allemands en ont 6000. Et donc je crois qu'il y aura une difficulté pour reconstruire une industrie de l'armement et investir et dépenser davantage dans les dépenses militaires, qui sera la difficulté du faible tissu industriel de la France, s'agissant autant des personnes que des entreprises. Et la cinquième point, et mon dernier point dans cette introduction, c'est que c'est un très mauvais moment pour augmenter les dépenses militaires. Nous avons, effectivement, personne ne nie que les dépenses militaires vont augmenter. On a de tous les pays, on a des programmes d'augmentation des dépenses militaires. Des estimations indépendantes disent que l'Europe assurerait par elle-même, par ses propres forces, sa défense avec des budgets militaires de l'ordre de 3% du PIB. On est à peu près à 2% du PIB aujourd'hui. Donc il va falloir faire un effort très important d'augmentation des dépenses militaires au moment où on doit investir dans la transition énergétique, dans l'éducation, dans la santé, dans le reste de l'industrie. Et donc je crois qu'il y aura vraiment une difficulté, il y aura un arbitrage à faire. Et honnêtement, c'est un très mauvais moment qu'a choisi Poutine pour envahir l'Ukraine, parce qu'on avait beaucoup d'autres emplois de l'argent public qui étaient extrêmement nécessaires et extrêmement productifs. Je finis sur un chiffre. Vous savez qu'il y a des travaux récents qui montrent qu'une élévation de 1% de la température de la planète coûte 12% du PIB. Et donc, l'investissement le plus productif qu'on puisse faire, c'est un investissement pour arrêter le réchauffement climatique, et ce n'est pas un investissement en dépenses militaires supplémentaires. Bon, nous n'avons pas le choix, mais c'est très malheureux que ça se passe en ce moment. Je vais passer la parole à l'humanitaire, Tilman Roth. Pendant la guerre froide, les blocs se neutralisaient parce que chaque camp possédait l'arme nucléaire. Est-ce que ce statu quo est encore d'actualité aujourd'hui ? Malheureusement, oui. Si vous regardez le nombre d'armements nucléaires a baissé de 70%, il y a 12 000 qui sont dans les mains de 9 pays. Et je dois dire que tout cela pose une menace existentielle à laquelle nous sommes confrontés.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine soit un déclencheur d'une nouvelle catastrophe humanitaire? Oui, c'est déjà une catastrophe humanitaire. Mais c'est vrai que la situation pourrait se détériorer encore plus si la menace nucléaire qui a été déjà proférée à maintes reprises, si cette menace se corroborait de façon inattendue, avec une escalade inattendue de la guerre, avec de la désinformation. Il est vrai que les armements nucléaires pourraient être utilisés. Et si cela devait être le cas, toutes les preuves montrent qu'il y aura une escalade guerrière dans le monde et ce sera une catastrophe pour le monde et pas simplement pour l'Ukraine. En Ukraine, il y a le facteur nucléaire à prendre en considération. Pour la première fois dans le cadre d'une guerre active, nous avons des centrales nucléaires qui ont été prises en otage et qui ont été utilisés pour stocker des armes et pour lancer aussi ces armes à partir de ces centrales nucléaires. Donc il s'agit d'une situation qui est potentiellement très dangereuse parce que si vous regardez cette situation, vous voyez que ces armes ont aussi des matériaux radioactifs et vous connaissez les conséquences d'une explosion dans une centrale nucléaire. L'impact pourrait être très fort et à long terme, il pourrait y avoir des conséquences majeures. Donc, il s'agit d'une dimension particulière concernant le conflit russo-ukrainien. Alors, l'approvisionnement en eau pourrait être perturbé par ces armes. Dans ce seul conflit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on voit qu'il y a des trajectoires qui mènent à l'escalade. Préparer à la guerre, est-ce que ça veut dire que la guerre est de toute façon inévitable? Alors, quelle question? Alors, c'est une question difficile à aborder. Alors, je vais parler en anglais. Pour nous, on est un petit peu dans l'embarras. Nous, les anglo-saxons, parfois, on ne parle pas le français. Comme Patrick l'a dit de façon si éloquente, de 1945 à 1980, je dirais que nous avons eu des dépenses d'armement très élevées et nous avons connu aussi une croissance économique majeure, notamment dans les pays riches. Et nous avons eu la paix en Europe. Alors, bien sûr, nous n'avions pas eu la paix en Corée, au Vietnam, nous n'avons pas eu la paix en Afrique. Et en réalité, des millions de personnes ont péri dans de nombreuses guerres qui sévissaient dans de nombreuses régions du monde. Mais l'idée de la dissuasion a marché, notamment la dissuasion conventionnelle et nucléaire. Il y avait un consensus majeur en faveur de dépenses militaires très élevées. Le Royaume-Uni, la France ont consacré 10% au début des années 50 aux dépenses militaires contre 5% dans les années 80. Mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, je dirais que le paysage est différent. Souvent, pendant certaines années, il était monnaie courante de dire que les grandes guerres européennes ou la Grande Guerre européenne a été imputable à une course aux armements entre les grandes nations. Et je dirais que c'était une prise de position très forte. Et c'est vrai que les dépenses militaires ont commencé à augmenter par rapport aux années 50. De nouvelles armes ont été conçues, les armes navales, où on parle maintenant de petite artillerie. Les sociétés se militarisaient avec une conscription bien très élevée. Et d'un point de vue culturel, ces pays se militarisaient aussi. Donc, je dirais qu'il y avait une préparation générale à la guerre qui a mené à la guerre, ce qui n'a pas été
fait l'objet de dissuasion a été encouragé. Donc il faut avoir présent à l'esprit ce précédent. Et je pense que c'est un précédent qui revêt une importance capitale. Alors la guerre, pourquoi elle est encouragée? Parce qu'il y a une dynamique concernant la course aux armements. L'Allemagne était en guerre en 1914 parce qu'elle avait un avantage. Et je dirais qu'elle était dans une situation moins favorable quelques années plus tard. Donc la course aux armements se traduit par de nouvelles dynamiques qui se traduisent aussi par la guerre, par le déclenchement de guerre. Alors, qu'en est-il des périodes d'entre-guerres maintenant? Alors, après 1945, si vous regardez l'histoire, elle est différente. Ici, Adolf Hitler a réarmé son pays, les nazis se sont réarmés et le reste du monde ne s'est pas rendu compte de la menace qui pesait sur eux. Et s'ils s'étaient rendus compte de cette menace, s'ils avaient entrevu cette menace proférée par Hitler, ils se seraient réarmés, ils auraient arrêté la guerre. Et Winston Churchill a parlé d'une guerre non nécessaire, une guerre inutile. C'est un argument très puissant, une prise de position très puissante qui s'inscrivait dans les raisons pour lesquelles nous avions un niveau de dépenses militaires très élevé. On ne voulait pas un autre Munich, on ne voulait pas un autre Hitler. Néanmoins, si vous regardez les années 30, par exemple, alors ce que nous voyons, c'est une course aux armements. Donc, chaque pays serait armé dans les années 30. L'Union soviétique serait armée au même titre que la France, que le Royaume-Uni, que le Japon, que la Chine. Et le Royaume-Uni aussi, on pourrait dire qu'il y avait des dynamiques liées à la course aux armements dans les années 30 et Adolf Hitler en 1939, en 1940 a tiré parti de cette situation, de cette position en vertu de laquelle il savait qu'il était très fort, même s'il allait s'affaiblir plus tard. Alors bien sûr, il y a beaucoup de leçons contradictoires à tirer de l'histoire. Parly, ministre des Armées entre 2017 et 2022. Dans ce qu'on vient d'entendre là, on a l'impression que le camp occidental s'est laissé endormir par une paix trop longue et qu'elle n'était pas prête, par exemple, à un conflit tel que celui qui a déclenché la Russie en lançant son offensive sur l'Ukraine. Est-ce qu'on a abandonné une part de notre souveraineté dans ce rêve de paix? Alors Patrick l'a rappelé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les années 70, les Européens investissaient entre 3 et 4% de leur PIB. Un peu avant le début de la guerre en Ukraine, ils étaient plutôt en moyenne autour de 1 à 1,5%. Donc division par 2, on a appelé ça les dividendes de la paix. Très bien, donc s'il y a eu des dividendes, tant mieux. On espère que tout ça a été bien investi dans différentes politiques publiques. Et c'est vrai que parfois, on aimerait avoir été plus rapide ou plus ambitieux, mais force est de constater que les arbitrages aujourd'hui ne peuvent pas être faits comme si on était en temps de paix. Donc, on aimerait pouvoir faire plus dans des domaines tels que la transition écologique, ça c'est sûr. Mais nous avons aussi un devoir qui consiste à éviter que les petits Français ne soient obligés un jour d'apprendre le russe première langue. Bon. Ce serait peut-être une bonne chose, mais enfin, s'ils y sont obligés, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose si c'est un choix. Bien, donc il faut... Merci, monsieur, merci. Vous aurez l'occasion, je crois, de poser des questions. Voilà. Donc, il n'y a pas de paix sans sécurité. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité. Donc la sécurité, c'est une fonction première, essentielle à toutes les autres. Et il n'y a pas non plus de liberté sans sécurité, parce que tout se tient. Donc, est-ce qu'il y a des effets d'éviction potentiels? Moi, je vais juste rappeler un chiffre, c'est que sur 1 000 € de dépenses publiques en France, il y en a 491 pour la protection sociale, 159 pour la santé, 89 pour l'éducation et 30 pour la défense. Donc, même si on mène un raisonnement par l'absurde,
libérer 30 € sur 1000 pour ne pas investir dans la défense, c'est finalement ne pas se donner des marges de manœuvre budgétaires si considérables que cela. Donc, je pense que c'est très important, surtout quand on est face à un interlocuteur tel que M. Poutine, d'avoir une capacité de le dissuader, non seulement d'envahir l'Ukraine complètement, si tel est son projet, mais éventuellement d'aller au-delà. Et d'ailleurs, on peut voir qu'en Europe, qui est le continent qui se réarme le plus, eh bien, c'est en Europe de l'Est que la croissance des dépenses militaires est la plus élevée. 13% en moyenne en Europe, plus de 50% en taux de croissance d'une année sur l'autre dans l'Europe de l'Est, tout simplement parce que des pays tels que la Pologne, tels que l'Estonie, se sentent puissamment menacés par ce qui se passe en Ukraine. Alors, je finis en disant que, en effet, il est très important de pouvoir disposer d'une industrie puissante pour pouvoir dissuader des éventuels adversaires ou des gens qui viendraient nous menacer. Et quand je parle de menace, je voudrais quand même rappeler à chacun qu'on parle toujours du risque d'envahissement territorial de l'Union européenne ou d'un pays de l'OTAN, mais il faut quand même avoir conscience que tous les jours, nous sommes attaqués. Tous les jours. Quand il s'agit de cyberattaques, c'est quotidien. Ça ne se voit pas, mais c'est réel. Quand il s'agit de guerre des étoiles, ça ne se voit pas beaucoup non plus, mais c'est réel. Aujourd'hui, nos satellites, qu'ils soient d'observation civile ou militaire, sont menacés par des mouvements très inamicaux d'autres satellites qui viennent soit pour les détruire, soit pour les handicaper, soit pour les détourner. Donc, on ne peut pas parler, si je puis dire, de risques seulement. Il y a des risques qui sont matérialisés, concrétisés, avérés. Donc, pour pouvoir dissuader, eh bien, il faut pouvoir disposer d'une industrie puissante. Alors, en France, on a finalement deux éléments, deux caractéristiques contradictoires. La première, décrite par Patrick, c'est qu'on s'est désindustrialisé fortement depuis 30 ou 40 ans. Ça, c'est indéniable. Mais il y a quand même dans cette mauvaise nouvelle une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un domaine dans lequel on n'a pas désinvesti, ce sont les industries de défense, précisément. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir ensuite développer certaines choses que nous avons pu faire au cours des 10 dernières années, ou même encore plus en amont, c'est-à-dire le fait que ces industries de défense, par leur présence, ont une utilité économique fondamentale pour nos pays, pour nos emplois, mais aussi du point de vue des technologies, et qu'elles irriguent des technologies non seulement militaires, mais civiles. Donc ça, j'aimerais vraiment pouvoir développer ce point, mais on me montre que je suis déjà très en retard et que j'ai épuisé mon temps de parole. Donc s'il vous plaît... On va donner effectivement la parole à Grégoire de Saint-Quentin. Alors, mon général, parce qu'il faut encore vous donner ce titre, même si vous êtes un général en retraite, la Russie de Vladimir Poutine semble vouloir revenir à la confrontation Est-Ouest qui avait cours pendant la guerre froide. Est-ce que ça signifie qu'en 50 ans, les blocs n'ont pas évolué du tout? Moi, je pense que ce serait une erreur absolument tragique de considérer ça. Même si on voit bien que la petite musique qui nous entoure tend à nous faire croire ça. D'abord, la petite musique, elle vient effectivement de Moscou, hein, parce que, en fait, on entend parler d'encerclement par l'OTAN. Il y a aussi le fait que quand on regarde cette guerre à la télévision, on voit des batailles de chars, on voit des blindés, des tranchées, on voit des duels d'artillerie, donc plutôt des choses qui nous font penser au monde d'avant, aux affrontements même de la Deuxième ou même de la Première Guerre mondiale. Et on se dit, finalement, c'est back to the future. Hein. On revient à quelque chose qu'on connaissait et finalement, en face, c'est plus l'URSS, mais c'est la Russie. Et puis de l'autre côté, c'est l'OTAN. Moi, je pense que ce serait une erreur fondamentale. Et ça, d'ailleurs, à mon avis, tomber dans le piège finalement qu'on nous tend, qui est le piège des blocs où d'un côté, il y aurait le milliard doré d'Occidentaux, hein, parce que c'est quand même comme ça que les stratèges du Kremlin voient les choses. Donc le piège tendu par la Russie. Voilà, c'est la position défendue par la Russie, puis de l'autre, tous les autres qui auraient subi finalement de façon abusive la domination de ce milliard doré. Donc je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans, et qui dit préparer,
qui veut la paix prépare la guerre. Il faut préparer la guerre, pas celle d'hier, mais celle d'aujourd'hui et celle de demain. Celle de demain qui n'a pas la même configuration que celle d'hier. Qui n'aura pas du tout la même configuration. Déjà au niveau stratégique, vous voyez bien que tous les traités de limitation des armes en Europe sont tombés depuis 30 ans. Il ne s'est pas rien passé pendant 30 ans. Alors on a fait des guerres expéditionnaires, je pourrais revenir dans les questions pour montrer la différence qu'il y a avec ce à quoi on risque d'être confronté demain. Mais surtout, notre architecture stratégique s'est écroulée. Et notamment, il y a une chose qui s'est écroulée récemment, auquel le traité a été mis fin, c'est celui des armes à portée intermédiaire. Donc ces armes nucléaires ou conventionnelles qui peuvent frapper entre 500 et 2000 km. Voilà. Aujourd'hui, ce traité d'interdiction ou de réduction n'existe plus, parce que les Américains considéraient à juste titre que les Russes les avaient violés avec un certain nombre de leurs armements, et donc ont voulu se redonner la possibilité eux-mêmes de se remettre à l'équilibre. Ça, sous la grammaire nucléaire qui, elle, demeure, sous la grammaire de la dissuasion nucléaire, ça crée un nouveau besoin. En tout cas, ça nécessite de réfléchir à ce que nous, les Européens, on ne doit pas aussi être capable de répondre à niveau sur ce sujet-là au niveau conventionnel. Et donc moi, je vais plutôt dans votre sens, Monsieur Artus, sur le fait que, oui, à côté de la dissuasion nucléaire qui est absolument indispensable et nécessaire et qui est la clé de voûte de notre architecture stratégique, oui, il faut maintenant prendre acte que sous cette voûte du nucléaire, tout ce qui nous permettait de nous structurer s'est écroulé, et donc que peut-être il faut revenir à être plus dissuasif sur le mode conventionnel, justement pour pouvoir maîtriser cette escalade dans laquelle un entrepreneur de guerre voudrait nous emmener. Voilà. Alors, je voudrais juste, avant que le public vous pose des questions, revenir justement sur cette question du nucléaire avec Tilman Ruff. Tout à l'heure, vous parliez justement d'un changement de paradigme dans la menace nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le général de Saint-Quentin ? Je pense que la dissuasion nucléaire est un paradigme erroné, problématique. C'est une approche qui a été utilisée pour justifier la montée en puissance de l'industrie de l'armement et ces armements les plus inhumains qui ont jamais été inventés. Je voudrais savoir si, parmi les remarques qui ont été faites depuis le début, si vous aviez des choses à ajouter, à amender, à critiquer. Patrick ? Oui, mais on voit bien qu'il y a deux débats. Le débat, c'est est-ce qu'un effort accru de dépenses militaires inévitablement amène à un conflit ? Et l'histoire, effectivement, comme le rappelait mon voisin, n'est pas claire. Effectivement, la guerre de 1914 et probablement la guerre de 1939 étaient dues à la hausse des armements, mais comme il l'a dit aussi, à la croyance, dans les deux cas de l'Allemagne, qu'elle avait un avantage transitoire sur les autres. Et donc, vous pouvez interpréter les faits en disant... s'armer, c'est dangereux parce que ça, à la fin, on a envie d'utiliser les armes. Mais vous pouvez interpréter les faits comme disant il ne faut pas se laisser prendre du retard par rapport à ceux qui s'arment. Mais effectivement, alors là, vous arrivez à une surenchère et à un équilibre où il y aura beaucoup de dépenses d'armement parce que chacun répondra à la hausse des dépenses d'armement de l'autre par un supplément de dépenses d'armement. Et moi, je reviens à mon dernier point. Si vraiment c'est la perspective, si l'Europe doit dépenser à nouveau 3 ou 4 points de son PIB en armement, est-ce qu'il ne faut pas changer complètement nos règles de politique économique ? Est-ce que c'est compatible avec des règles de politique économique européenne qui limitent les déficits publics, imposent une réduction des taux d'endettement public, ont des objectifs de stabilité des prix ? Ou est-ce qu'il faut accepter que
par ce besoin de dépenses militaires, par ce besoin de toutes les autres dépenses que je mentionnais et qui est considérable. Si vous ajoutez les différentes transitions, vous arrivez à peu près à 5 points de PIB de besoin d'investissement supplémentaire. Et si vous avez besoin de 2 ou 3 points de PIB de dépenses militaires supplémentaires, ça fait 7 à 8 points de PIB de dépenses d'investissement public supplémentaire. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, se dire que ce n'est pas compatible avec le maintien des règles habituelles de la politique économique européenne en particulier? Une remarque au général. Moi, sur le premier point, pas sur les questions économiques, sur le premier point, moi, je crois vraiment que si à un moment, pendant la guerre froide, il y a eu des traités de désarmement, c'est que justement, les deux parties se sont rendus compte qu'ils étaient dans une course aux armements qui était stupide, quoi. Et qu'il y a un moment, il fallait mieux se mettre d'accord pour essayer de faire baisser la pression déjà militaire, mais également économique sur leurs propres économies. Et d'ailleurs, on a coutume de dire que la guerre froide, elle a été gagnée déjà économiquement et technologiquement, puisque à un moment, les Russes ou l'URSS s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus suivre le rythme imposé par les Américains, par la technologie, mais derrière la technologie, on sait souvent ce qu'il y a. Il y a aussi beaucoup d'investissements, notamment d'investissements de R&D. Voilà. Et donc, il faut souhaiter, ce dont il faut se rappeler, c'est que quand l'OTAN dit la règle, c'est 2% minimum d'investissement dans la défense, 2% de PIB, du PIB, eh bien, c'est aussi, il y a un virgule, dont 20% de dépenses d'investissement. Voilà. Donc, pas uniquement avoir des armées très nombreuses avec des gros bataillons finalement très faiblement équipés, mais que aussi il faut dépenser dans l'équipement pour être crédible. Sinon, on n'est pas crédible. Voilà. Et aujourd'hui, très honnêtement, il y a certainement un sursaut à faire. Je ne suis pas persuadé que pour dissuader, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, pour vouloir la paix, je ne suis pas persuadé qu'il faille investir des sommes gigantesques et qu'on arrive à une espèce de surinflation de part et d'autre, parce que je ne suis pas non plus persuadé que la Russie, qui a une profondeur stratégique qui est certaine, on le voit dans sa façon de mener la guerre en Ukraine, je ne suis pas persuadé qu'elle a une profondeur économique qui soit infinie. D'abord parce que cette guerre en Ukraine l'épuise. Voilà. Et donc il n'y a peut-être pas beaucoup à faire pour montrer une détermination à travers les décisions qui sont prises, à travers le réarmement, et pas que d'ailleurs matériel, mais également moral, pour dire maintenant, voilà, ok, n'y pensez même pas. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Très rapidement, une réaction, Florence Parly. Oui, je voulais simplement témoigner du fait que ça ne se décrète pas. Autrement dit, on ne bascule pas d'un système d'arbitrage économique et budgétaire de temps de paix en temps de guerre d'un claquement de doigts. D'ailleurs, on le voit. Je peux témoigner du fait que pendant 5 ans, ça a été quand même très très compliqué de parler entre Européens d'un concept qui aujourd'hui maintenant est éclairé par le contexte d'aujourd'hui, qui est l'autonomie stratégique européenne. C'était un concept inaudible parce que personne ne comprenait que peut-être qu'un jour les Américains auraient d'autres intérêts que ceux des Européens. Et on a eu moult exemples. Je vous rappelle, en 2018, le président Trump qui menace les pays de l'OTAN, au sommet de l'OTAN, en disant « si vous ne payez pas, we will do our own thing ». Bon, donc, comprendre, vous vous débrouillerez sans nous. C'est ça que ça voulait dire. Et d'ailleurs, plus récemment, il l'a redit de façon encore plus explicite. Donc, on ne passe pas d'une idée selon laquelle l'OTAN est le parapluie absolu en termes de sécurité pour les Européens à une autre idée selon laquelle les Européens doivent prendre en charge le plus possible leur sécurité. Ça a été très très long d'avancer. On a été bien content d'avoir un instrument qui s'appelait la Facilité européenne de paix, qui au moment où la guerre en Ukraine a été déclenchée, nous a permis, alors que c'était fait pour armer les armées africaines, nous a permis au niveau européen de céder ou d'acheter pour le compte des Ukrainiens des armes. Bon, c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine. Donc, il nous faut une accélération. Et cette accélération, on sent bien que les Européens ont envie de la faire, mais c'est toujours beaucoup plus long. Vous voyez bien qu'il faut mutualiser
un certain nombre de financements. Monsieur Breton appelle à un fonds de 100 milliards d'euros pour le financement des dépenses de défense en Europe. On a pu faire des emprunts au nom de l'Union européenne pour la pandémie et pour la relance de l'économie européenne après le Covid. Toutes ces questions, maintenant, elles se posent. Elles n'ont pas encore reçu de réponse, mais il va falloir les traiter, en effet. David Edgerton, les pays européens ne se donnent pas les moyens de mener une guerre? Yes, of course. Russia has the. Oui, bien évidemment. La Russie a le PIB de l'Italie. Cela veut dire que même avec une petite hausse de dépenses militaires de la part de tous les pays européens, pourrait être efficace pour contrer la Russie. Si nous avons l'impression que nous sommes en situation d'urgence, tous les arguments conventionnels concernant l'endettement public peuvent être mis de côté, comme cela a été le cas par le passé. Nous n'avons jamais conduit une guerre via une approche économique traditionnelle. Il faut s'en souvenir. Un autre point, notre collègue militaire a décrit la guerre en Ukraine comme étant retour vers l'avenir, back to the future. Et il a raison de le dire. Et cette tension tout à fait intéressante existe entre la préparation de la guerre de demain par rapport à la guerre d'hier. Et dans le discours public, on se prépare à une guerre de demain qui est imaginaire et on ne se prépare pas suffisamment à la guerre d'hier. Cela apparaît dans l'histoire du Royaume-Uni. Pour la Première Guerre mondiale, on s'est préparé à une guerre navale plutôt qu'une guerre terrestre. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, on s'est préparé à une guerre entre chasseurs plutôt qu'une guerre de chars. Donc il faut être très prudent quand on dit que les armées se préparent à la guerre d'hier, et on le dit de manière dérogatoire. Il faut faire preuve de prudence face aux personnes qui disent que la guerre sera différente à l'avenir et qu'il n'y aura pas un rôle pour les forces armées et que ce sera uniquement des brigades de hackers cyber. Et l'histoire nous apporte des réponses contradictoires. Passer aux questions que vous auriez à poser à nos intervenants. Alors, on sent qu'il y a une question là, sur la gauche, mais sans invective, et en restant dans le débat. Polissez, monsieur, s'il vous plaît. On va vous donner un micro. Je suis désolé de mon coup d'éclat. De mon coup d'état, si vous voulez. Alors, je voulais me présenter. J'ai vécu 10 ans en Ukraine, de 2006 à 2015. J'ai subi sous ma fenêtre le coup d'état de Kiev, dans lequel j'ai vu 150 policiers tués en place publique, sans que personne ne bouge. Après mes recherches, je me suis rendu compte qu'une partie de l'équipe de Macron était impliquée dans ce coup d'état. Oh. Bon. C'est dans mon livre. Monsieur, attendez. Est-ce que vous avez une question à poser? Est-ce que vous avez une question à poser, s'il vous plaît? Alors, posez votre question. Oui. Est-ce que vous cautionnez ce coup d'État qui a été développé sur Maïdan, qui a terminé en une boucherie absolument épouvantable pendant 10 ans, auquel j'ai été témoin, que ce soit... D'accord, on va... Pardon, monsieur, c'est bon. Vous avez posé votre question. La réponse de Florence Parly. Si vous voulez, je pense que je ne vais pas vous convaincre. Non, personne dans les équipes du président de la République n'a imaginé une seconde fomenter ce genre d'action. Et je pense que c'est d'ailleurs le grand mérite de nos démocraties que d'appréhender la question de la guerre ou de l'adversité avec leurs valeurs propres. Et c'est ça qui rend d'ailleurs la gestion de l'anticipation éventuelle d'une guerre particulièrement difficile, parce que je persiste à penser qu'une démocratie ne se défend pas de la même façon qu'une autocratie, et on le voit bien sur des questions telles que la désinformation,
appréhender la désinformation et combattre la désinformation a aussi une limite pour des pays tels que le nôtre. La limite, c'est de ne pas propager nous-mêmes des informations qui sont fausses. Donc nous sommes dans une asymétrie, et je pense que cette asymétrie, il faut aussi la revendiquer et en être fier. Une question. Alors, une question. Non, non, s'il vous plaît, monsieur, vous avez posé votre question. Vous avez posé votre question. Je vous demanderai de ne pas prendre cette table ronde en otage. Merci. Le micro, là. Ah oui. Madame. My question is to Tilman. J'ai une question pour Tilman Ruff. Avec l'état actuel du monde, quel serait votre rêve? Quelles actions doivent se mettre en place pour nous conduire vers la paix? Je pense que nous vivons un moment très dangereux, un moment où le nombre de conflits dans le monde, le nombre de personnes qui sont tuées atteint des niveaux sans précédent, des niveaux que nous n'avons pas connus depuis 1946. Il y a une combinaison de crises majeures pour l'humanitaire, le chauffement climatique, le risque d'escalade de la guerre nucléaire, les crises de nature et de biodiversité, les pandémies, bien d'autres enjeux qui se confrontent sur cette petite planète. Le besoin le plus urgent que je vois en tant que médecin pour assurer l'avenir de notre monde, c'est d'assurer la destruction des armes qui peuvent détruire ce monde en un après-midi. Il faut que les 9 États concernés remplissent leurs obligations. Nous avons mis en place des traités par le passé qui ont permis de réduire le nombre d'armes nucléaires et d'éliminer un certain nombre de classes de ces armements, et notamment dans le cadre du traité sur les forces conventionnelles à portée intermédiaire qui a déjà été cité. Il faut aller dans ce sens, c'est le besoin le plus urgent. Et malheureusement, aucun de ces 9 États dotés de l'arme nucléaire ne sont sérieux concernant ce besoin. Il faut une pression populaire de la part de chacun de nous pour assurer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci. Monsieur. Européenne d'aujourd'hui est prête à préparer la guerre pour avoir la paix. La jeunesse d'aujourd'hui qui est présente dans la salle. Qui veut répondre à cette question? Ah, mon général. Moi, je vais d'abord, je suis pas persuadé de représenter la jeunesse dans la salle, mais d'ailleurs, il pourrait s'exprimer, puisqu'il y a quand même, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes avec nous. Deux choses. Votre question m'inspire deux choses. La première, c'est que moi, je vois autour de moi, parce que vous l'avez rappelé, je travaille dans une start-up qui est dédiée à des questions de défense. Je vois autour de moi des gens qui sont concernés par ces sujets-là, beaucoup plus probablement que ne l'étaient les gens de ma génération. Voilà. Et on voit bien que dans tous les cursus universitaires qui traitent de géopolitique, de politique internationale, de défense, il y a de plus en plus de candidats à l'université, à Sciences Po ou ailleurs. Voilà. Et donc je pense qu'il y a un intérêt de nos jeunes pour les questions de sécurité. Et c'est très bien, il faut qu'ils s'en emparent parce que c'est leur sujet, évidemment, tout autant que le nôtre, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas regarder avec le regard d'hier, et il faut avoir le regard aussi de ces générations-là sur cette question. Il faut qu'ils s'en emparent parce qu'ils ont certainement des choses à nous apporter. Il n'y a pas uniquement l'expérience qui compte dans ce domaine. La deuxième réflexion que ça fait naître en moi, c'est incontestablement, parce que c'est ce qu'il y a derrière votre question, ce qui est de retour aujourd'hui, je vais le dire d'un mot, c'est qu'on est obligé d'accepter la bataille. Accepter la bataille, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se battre jusqu'à ce que ce soit l'autre qui est plié et qui est mis un genou à terre. Parce qu'en fait, sinon, c'est vous, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui nous... Mais grâce à Dieu, et c'est une bénédiction d'avoir vécu pendant 30 ans sans avoir à se poser ces questions-là. Mais moi, quand je regarde la guerre en Ukraine, même au niveau tactique,
quand je vois les ressources matérielles et humaines que les deux belligérants mettent pour gagner ou perdre quelques kilomètres carrés, vous pensez bien que ce n'est pas les kilomètres carrés dont il s'agit. Il s'agit de savoir si vous allez plier, si vous allez rompre ou si vous allez résister. Et personne n'imaginait probablement le 22 février 2022 ou le 24 que les choses allaient durer encore aujourd'hui avec une telle intensité. Pourtant, elles durent. Et donc, je ne sais pas si on se prépare à ça, mais en tout cas, il faut imaginer que demain, on peut revenir à avoir à mener au moins des phases de combat comme ça. Voilà. Alors que depuis 30 ans, et je suis bien placé pour en parler, on a été engagé dans des conflits souvent intra-étatiques, très asymétriques dans l'emploi des moyens, des conflits... Alors certains parlent de conflits choisis. Je pense que ni la France, ni l'Europe, ni d'une façon générale l'OTAN n'a choisi d'aller en Afghanistan. Il y a eu un certain nombre de contraintes. Oui, d'accord, mais en fait, la question n'est pas des buts de guerre. Moi, je vous parle on me pose la question du sacrifice. Voilà. Et on a consenti à ces guerres là où, très clairement, les Ukrainiens sont face à une guerre qu'ils subissent, qu'on leur impose. Voilà. Et donc, si la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, on s'en rend compte encore aujourd'hui. Et donc, l'imposition de la volonté à l'adversaire et sa capacité à y résister, qu'on le veuille ou non, ça va être critique demain. Et effectivement, l'esprit de sacrifice, le sens moral, les forces morales sont très importantes. Florence Parly, vous vouliez dire un mot? Je pense que Grégoire de Saint-Quentin a absolument raison, et nul ne sait, confronté à des circonstances adverses, comment chacun d'entre nous réagirions. Mais force est de constater que la défense, c'est l'affaire de toute la nation. Et ça me permet de revenir, et ce n'est pas artificiel, sur les questions d'industrie, parce que pouvoir mener cette confrontation des volontés suppose d'en avoir un certain nombre de moyens. Alors je ne dis pas qu'il faut partir dans une course aux armements infinie, mais il faut disposer d'un certain nombre de capacités. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit très bien sur la complémentarité entre la dissuasion nucléaire et puis la dissuasion conventionnelle, mais nous avons besoin pour le futur, en effet, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de techniciens, bref, toutes sortes de formations ou de parcours dans lesquels il est encore très difficile d'orienter suffisamment en nombre nos jeunes. Et donc, je pense que chacun, nous avons nos propres combats à mener, là où nous sommes, pour précisément faire tomber ces idées préconçues selon lesquelles les études scientifiques ne seraient pas ceci, pas cela, a fortiori qu'il y aurait un plafond de verre pour les femmes, parce qu'on ne peut quand même pas se priver de la moitié de l'humanité pour faire progresser les sciences et la technologie. Bref, il y a énormément à faire. Ça n'est pas forcément une question d'argent, c'est vraiment une question de préparation, au sens préparation opérationnelle, comme disent les militaires. C'est-à-dire qu'il faut que le pays se prépare à soutenir, le cas échéant, un effort, et un effort qui peut être dans la durée. C'est exactement ce que les Ukrainiens nous montrent. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut produire que des munitions et des obus. On en a besoin, mais ça veut aussi dire qu'en parallèle, il faut continuer d'essayer de penser ce que pourraient être les conflits de demain. Ce n'est pas facile, mais ça suppose de continuer à investir énormément dans la recherche et le développement. C'est ce à quoi contribuent les armées. 25% de la R&D française est issue du secteur de la défense. Et donc, il faut continuer. Il faut se féliciter aussi qu'on ait pu, grâce à la dissuasion nucléaire, ne l'oubliez pas, maintenir ces industries de défense. Si on n'avait pas eu la dissuasion nucléaire, je pense que, comme beaucoup d'autres pays en Europe, on aurait baissé la garde et réduit nos investissements. Bonjour Madame la Ministre. Dans la poursuite de votre
dans la poursuite de votre intervention sur l'industrie de défense, je voulais savoir quel est votre avis en ce qui concerne l'émergence de champions au niveau de défense au niveau européen, puisqu'on voit qu'on a un marché assez fragmenté, qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle, notamment pour produire en quantité suffisante pour aider les Ukrainiens. Voilà, quel est votre avis sur cette question? Est-ce qu'on doit veiller à construire des grands champions européens sur l'activité de défense? Et vous avez 1 minute 15. Alors, il faut reconstituer une sécurité de nos approvisionnements dans de nombreux domaines, pas seulement ceux qui servent aux industries de défense, et ça, l'épidémie de Covid nous l'a montré, mais aussi dans le domaine des industries de défense. Il faut aussi réduire nos dépendances vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reste pas alliés. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il faut effectivement que nous parvenions, entre Européens, à ne pas être les meilleurs concurrents sur les marchés à l'exportation, par exemple. Et donc, ça suppose en effet un travail difficile, compliqué, de consolidation. Mais moi, je note que quand même, ça se fait. KNDS, dans le domaine des industries terrestres, c'était encore balbutiant avant l'Ukraine. Et ça commence vraiment à prendre forme depuis l'Ukraine. Un dernier mot peut-être, Patrick Artus? Oui, en 1 minute. Oui, non, très rapidement. Je crois qu'il va falloir essayer d'imaginer un modèle où le secteur privé bénéficie le plus possible des retombées de l'effort militaire. Et donc peut-être on peut regarder, tout le monde regarde la DARPA aux États-Unis qui fait cela. Il faut vraiment avoir une DARPA européenne qui est qu'il y ait vraiment cette synergie entre le progrès technique du secteur des entreprises et le progrès technique militaire. Et puis deuxième remarque, il ne faut pas limiter le coût de l'ambiance de conflit aux dépenses militaires. Si vous regardez, par exemple, les dépenses de cybersécurité, ça devient un poste majeur dans les entreprises. Les dépenses de défense ou de réparation des câbles sous-marins, etc. Donc, en réalité, on est déjà rentré dans une situation de conflit qui dépasse largement le simple cadre du strictement militaire. Merci à tous les 5. Merci de vos interventions. Je vais juste un petit dernier mot pour vous signaler que Patrick Artus, ici présent, dédicacera son livre demain, un livre intitulé « Quelle France en 2050 ?» de l'économie d'abondance à l'économie de rareté, tout un programme. Rendez-vous donc demain à 16h30 à la librairie Fnac du Parc Jourdan. Merci infiniment de votre attention.